Bonjour, je m'appelle Alexandra Hernandez et je suis musicienne de formation et je travaille avec la matière sonore d'une façon de plus en plus variée et précise en même temps. Moi j'ai fait des études au Québec, à Montréal, donc j'ai une vraie influence artistique nord-américaine, québécoise surtout. J'ai écouté beaucoup de chansons québécoises, j'aime les mots et la musique, donc j'ai joué beaucoup de jazz et puis après j'ai écrit des chansons. Donc j'ai un parcours d'auteur, compositeur, interprète pendant une dizaine d'années. Après je suis allée vivre en métropole et puis j'ai tourné mes chansons, je fais 3 albums. Et il y a 3 ans, j'ai rencontré une équipe de biologistes marins, d'océanographes, qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur ce qui finalement est l'identité de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qu'on connaît peu, qui est l'océan. Donc ça fait 3-4 ans maintenant que je travaille en lien très étroit, art et sciences, pour apprendre l'océan et puis me l'approprier, développer une forme d'identité liée à la mer et essayer de partager tout ça avec la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc là, en ce moment, je débute un projet qui s'appelle Faune Sauvage. Et on est une douzaine en fait, en mission ici pendant un mois. Il y a 11 scientifiques, ingénieurs, plongeurs et moi. Donc j'enregistre des sons qui sont liés à la mer. Tous les paysages sonores du littoral, de la pêche, les gens qui y travaillent, la géophonie, les sons naturels et puis la biophonie. Donc je mets des micros dans l'eau, des hydrophones. Puis j'enregistre des animaux, des crabes, des homards, des crevettes. Et ce projet va durer 2 ans et à la fin il y aura plusieurs mises en récit artistiques sous forme de spectacles vivants et de podcasts pour la radio. Voilà, c'est un projet assez ambitieux et qui est cool parce qu'il est pluridisciplinaire. Il y a aussi une grande part de sociologie, d'anthropologie, pour essayer de comprendre le lien à la mer de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a une toute petite île, mais avec un lien qui est assez dur à la mer. C'est synonyme de naufrage, de départ, d'absence. C'est des métiers difficiles, la pêche. Et donc, dans notre culture, on ne s'est jamais très intéressé à la biodiversité marine et à cette beauté incroyable. On a une faune polaire ici, comme au Groenland, et personne ne le sait. Donc moi, j'ai misé sur le son et l'écoute pour passer toutes ces connaissances-là et sensibiliser le public. Tout le travail est autour du son. C'est de l'écologie acoustique pour les scientifiques, de la création sonore pour moi, du design sonore et de la musique. C'est comment travailler avec les sons de la nature? Alors, ce qui est intéressant, c'est que y a des sons qu'on connaît tous, le chant de la baleine, les goélands ici, mais il y a beaucoup de sons qu'on n'a jamais entendus, le crépitement d'un herbier, le claquement d'une crevette, d'une coquille Saint-Jacques, et tous ces bruits qui sont un peu bizarres. Parfois, on a l'impression, mais même visuellement, d'être sur une autre planète. On a l'impression d'être sur Mars, alors que c'est là, à nos pieds. Et du coup, c'est très inspirant pour un artiste. J'ai une partie de moi qui a besoin, qui est intéressée par la connaissance scientifique, mais par moments, je me dis qu'il ne faut pas trop en savoir. J'essaie de garder un recul pour développer des imaginaires. Parfois, c'est intéressant aussi d'écouter des sons sans savoir ce que c'est, ou de voir quelque chose sans savoir, et de laisser juste parler ses émotions, d'un truc de cœur à cœur avec la nature, quoi. Donc du coup, pour enregistrer la nature, que ça soit le vivant ou les sons naturels, il y a plusieurs techniques. J'utilise des paraboles qui me permettent d'aller choper un son d'oiseau assez loin, précis. J'utilise des pièges à son, comme on dit, donc je laisse des micros parfois pendant toute une nuit sur un territoire et puis je m'en vais. Je mets donc des hydrophones dans l'eau et puis j'ai toujours avec moi un micro comme celui-là qui est assez polyvalent, qui est léger. C'est un peu mon animal de compagnie maintenant et lui il me permet un son qui est en ce qu'on appelle en cardioïde, donc il y a un son qui... Ça prend pas tout, mais quand même une grosse partie du paysage sonore. Et voilà, clairement, là, au bord de l'eau, je me positionne. Il y a des bateaux qui passent, des goélands, des voitures aussi, parce que l'identité sonore de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même aussi la ville. La mer est toujours proche d'une route. Et donc, il y a des voitures beaucoup trop à mon goût. Mais... Voilà, donc tout simplement, j'ai un enregistreur, un micro. Et en fait, il y a une grande partie d'écoute, de repérage, avant d'avoir un son intéressant. C'est beaucoup de patience. On reste là. D'habitude, vous restez plusieurs heures dans un même endroit? C'est ça, c'est
tout est une question de patience, puis c'est assez agréable, c'est une philosophie de vie finalement, dans ce monde ultra rapide, connecté et visuel dans lequel on vit. J'avoue qu'aller passer 2 heures au-dessus d'une flaque d'eau pour attendre que la petite crevette chante, ça fait du bien aussi, c'est une façon de vivre. Moi je pense qu'être à l'écoute, que ça soit de la crevette ou du monde ou des autres, c'est quand même la clé, à être à l'écoute puis aller un peu moins vite pour avoir une planète qui a du sens, quoi, et une humanité qui s'entend. Alors, je vais suivre. Oui. Donc là j'ai mis mon enregistreur ici. Hop. Et vous allez loin dans l'eau? Là, mon micro, il prend l'ambiance assez loin, donc j'ai pas besoin d'être au plus proche du sujet. En fait, on cherche à capter ce qu'on appelle des paysages sonores, landscape, soundscape. Et du coup, c'est bien que je me tienne un petit peu loin pour avoir en même temps le bateau de pêche qui passe, le baliseur qui s'en va, le goéland qui arrive et peut-être sentir un peu le calme du matin. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est assez rare. J'essaie d'avoir tout ça. Après, je ne sais pas exactement ce que je ferai avec ces sons. Mais je pense qu'aujourd'hui, je collecte, je bancarise et dans les prochains mois, parce que en fait, ce projet il est financé pour 2 ans. Et donc j'ai un spectacle vivant à fournir dans 2 ans. Mais je ne sais pas exactement quel chemin je vais prendre, qu'est-ce que ces sons-là vont m'inspirer. Et je vis à moitié à Saint-Pierre, à moitié en métropole. Et c'est intéressant aussi d'être sur le terrain, mais d'en s'éloigner et de partir en France métropolitaine. Je suis en Bretagne, en écoutant ces sons qui, moi, vont me permettre de travailler mes souvenirs, mon imaginaire. Et, après, je pourrais imaginer comment passer ça à ceux qui vont écouter sans être venus ici, quoi. Donc, il y a plusieurs étapes de création. Alors, on va écouter. En fait, on réalise pas Là, il y a un bateau qui passe, on réalise pas l'impact de ce bruit. Il y en a un autre qui arrive de l'autre côté.
Dans l'eau, le son se propage 5 fois plus vite que dans l'air. Et c'est fou quand on met des micros dans l'eau et qu'on écoute. Il y a un bruit continu, il y a un trafic maritime, même à Saint-Pierre, qui est assez fou. Et il y a un vrai impact sur la biodiversité. On n'en parle pas beaucoup de cette pollution sonore. On voit le plastique quand il pollue l'océan, mais le son de ce bateau, c'est peut-être pas lui qui fait le plus de bruit d'ailleurs, mais c'est un vrai danger pour les mammifères, pour les baleines, mais pas que, hein, même pour les crustacés. Le bruit, vraiment, ça empêche les homards de communiquer et ils finissent par se battre et par mourir. Enfin, je caricature, mais c'est vrai. Hein. Et là encore, ce serait intéressant de légiférer. Et en France, en tout cas, on n'a pas beaucoup de lois sur le niveau sonore des bateaux ou des travaux portuaires maritimes. Est-ce que vous pensez que les sons maritimes forcent la faune sauvage de s'éloigner? Le bruit, par exemple, le plus flagrant, c'est pour les baleines. Là, on en a beaucoup dans l'archipel. La baleine, elle voit très mal, donc il se géolocalise avec le son. Et ils permettent, avec le son, de visualiser un obstacle. Bon, mais quand le son est masqué par celui d'un navire, par exemple, ça provoque des collisions, ça peut obliger les mammifères à s'éloigner, les petits ne retrouvent plus leur mère, ils s'en vont dans des eaux où il y a des prédateurs. Et puis en s'approchant trop près d'une source sonore, ça peut vraiment avoir des lésions, un vrai impact sur l'animal et parfois il peut en mourir. Ouais. Et donc c'est là le rôle de l'artiste, parce que finalement les scientifiques alertent depuis 60 ans et il ne se passe pas grand chose. Donc peut-être en alliant les forces en créant des langages un peu différents, en mettant de l'émotion sur ces choses-là, on peut toucher en public plus que l'informer, mais en tout cas le sensibiliser à une envie de protection de la biodiversité, quelle qu'elle soit. En fait, ce qui est le plus bruyant, c'est les petites embarcations, genre Zodiac, avec 2 moteurs qui vont super vite. Et on va se rendre à l'Anglade dans 15 minutes, mais justement, ça fait du bruit, c'est fou. Pas aller très profond. C'est un peu ce qui se passe juste ici. C'est intéressant l'interface presque entre l'océan et la terre, là, juste dans des flaques. On peut hyper équipé. Hein.
C'est bon pour vous? Oui, oui, oui. Ça c'est fait? Alors vous travaillez avec 2 microphones? On essaie. En fait, l'idée c'est de toujours travailler en stéréo pour après avoir une écoute qui soit un peu immersive. Donc on en met 2. On a 2 oreilles pour écouter, donc je mets 2 micros. Donc après, je travaille aussi dans des aquariums. En fait, j'ai des bacs dans lesquels je mets de petites bêtes. J'ai enregistré le bruit d'un crabe des neiges cette semaine et puis d'un homard. Et là, j'ai des Bernard l'ermite qui sont en train... Et je laisse enregistrer toute la nuit. Après, c'est des sons qui vont permettre la création d'une sonothèque en ligne, en fait. Une description sonore des espèces de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et du coup, c'est des données qui servent aussi à la science. C'est là que c'est intéressant. Hier, par exemple, j'étais dans un herbier. Donc, c'est vraiment très, très peu profond. Et puis, il faisait super beau hier. Il y avait beaucoup de soleil. C'est un peu le premier soleil de la saison. Et donc ces petites herbes libéraient de l'oxygène et ça, toutes ces milliards de petites bulles crépitaient dans mes oreilles. Et du coup c'est intéressant quelque part d'étudier la quantité d'oxygène pour apprendre sur l'écosystème. Bon, voilà, là on est vraiment dans de la science, mais je trouve ça intéressant quand ce mariage se fait, que le travail de l'artiste peut rentrer dans le monde du scientifique et inversement. Et écouter le monde avec ces doubles oreilles, c'est assez beau ça. Comme musicienne et comme artiste, c'est comment être si proche de la science? Ouais, moi je suis une... En fait, je cherche la poésie dans tout ce que je fais. Donc, je suis pas une virtuose. J'ai touché à plein de choses. Je joue surtout, enfin, en ce moment du piano, avant de la contrebasse. J'ai étudié en saxophone. J'écris, je chante des chansons. Mais j'ai fait aussi de la lutherie. J'ai fait de la photo, du dessin. En fait, tout m'intéresse dans la vie. Je suis assez gourmande. Donc, pas virtuose, mais quand même, je mets au service d'un projet l'instrument que je joue, que j'apprends. Donc oui, je suis aussi intéressée par les choses qui ne sont pas forcément de l'art, mais je sais pas, je trouve de la poésie partout, même dans un regard scientifique, dans une approche technique, dans un geste, une manœuvre. C'est ça qui m'intéresse en fait, sentir le cœur de la personne qui fait l'acte par exemple, dans l'implication et le cœur qu'il met à son travail. Donc généralement les scientifiques ce sont des passionnés qui cherchent à comprendre, à protéger la planète. Donc évidemment ça me touche et de participer à ça me touche aussi. Après il y a évidemment une grande partie de solitude en fait dans l'artiste, dans la création, que ça soit là les périodes d'écoute ou après surtout dans la création. Donc je pense qu'il faut trouver un savant équilibre entre la collaboration, l'ouverture sur le monde et puis en même temps le repli et puis le silence. Autant du bruit que du silence, ouais. Est-ce que vous pensez que ce projet va changer votre manière d'écrire des chansons? Ce projet, il a changé un petit peu ma façon de vivre, comme je disais tout à l'heure, avoir un rythme un peu plus lent, une écoute du monde. Je trouve ça de plus en plus précieux et intéressant. J'ai une écriture qui change un peu, c'est vrai, en fonction de ce projet. Et je cherche peut-être un peu plus aussi de sobriété dans ce que je fais, même dans ma création, ma composition musicale. Moins de sons, moins de notes, peut-être même moins de mots, mais plus précis. D'avoir peut-être une exigence qui est différente, c'est vrai, depuis que je travaille de cette façon-là, vraiment en lien avec la nature qui m'entoure. Voilà, et comme c'est une façon de vivre qui est différente, j'ai une façon d'habiter la terre qui est différente et forcément d'écrire aussi et de composer. Après, je me suis aussi formée un peu dans le son, plus précisément, dans le son en 3 dimensions en fait. Et je travaille avec des micros, avec du binaural, c'est des techniques nouvelles qui permettent une vraie immersion quand on écoute après au casque.
Et ça m'intéresse aussi, d'avoir des expériences vraiment sonores, sensitives, au-delà de la musique ou de la poésie, qu'il y ait des frissons dans le corps quand on écoute aussi, quoi. Le côté assez physique de l'écoute, ça m'intéresse. Vous avez des opportunités très différentes que les autres artistes. C'est difficile de trouver un projet comme ça. Ouais. Moi, je suis inspirée par mon archipel depuis toujours. J'ai toujours écrit avec l'archipel dans le corps. Et puis j'en parle et je le porte partout. Mais évidemment, il faut partir pour vivre sa vie de la musique et pour s'enrichir d'autres choses, pour apprendre des nouvelles choses. Donc ça a toujours été le problème de ma vie en fait. Être ici, mais avoir besoin de repartir, et avoir besoin de revenir. Et où est-ce que c'est chez moi? Enfin, c'est des grandes questions que je me pose. Donc je pense qu'il faut assumer le fait que je ne serai jamais chez moi ailleurs qu'ici, mais jamais pleinement épanouie ici. J'ai besoin des deux. Là, je capte la matière sonore de l'archipel et puis je vais aller la travailler à l'extérieur, que ce soit au Canada ou en France. Je travaille un peu sur les deux pays. Oui, j'ai pas le choix que de partir, mais j'en ai envie aussi, voilà, pour rencontrer des nouveaux horizons qui m'emmènent ailleurs, qui m'inspirent. Mais voilà, toujours avec l'idée de porter Saint-Pierre-et-Miquelon. Et quand je reviens ici, je me dis quand même, il y a tellement de potentiel, c'est tellement beau, c'est tellement, ça pourrait être préservé. On n'est que 6000 habitants, on pourrait être un exemple pour la planète dans plein de domaines, que ce soit dans l'écologie ou autre. Et c'est vrai que je suis souvent frustrée de la façon dont l'archipel fonctionne, économiquement, politiquement. Je reste à ma place d'artiste et j'essaie de mettre ma petite graine dans l'histoire, mais je suis en tout cas très touchée par l'archipel, dans tous les sens, que ce soit l'émotion face à la nature que parfois des frustrations politiques ou autres.